santé plus durable, j'aimerais bien que vous définissiez mieux les termes de santé plus durable. Oula, plus durable dans quel sens? Justement, c'est ça la question. Durable dans quel sens? Vous parlez écologiquement parlant? La FBM dans les oreilles, un podcast de vulgarisation scientifique de la faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne. Bienvenue dans l'épisode 2. Je suis Mélanie Affentrainer de l'unité de communication de la FBM et modératrice de ce podcast. La durabilité. Ce mot sophistiqué se glisse aujourd'hui dans toutes les conversations. Il implique de prendre en compte l'avenir de notre planète et le bien-être de celles et ceux qui l'habitent. Le bien-être, ça inclut aussi de pouvoir se faire soigner quand on tombe malade. Sauf que nous sommes toujours plus sur cette terre. Je me pose donc la question, est-il possible de garantir un accès aux soins pour toutes et pour tous, sans blesser la planète ? Et où en sommes-nous en Suisse ? Je serais très content de dire que la Suisse va très bien. Je pense que c'est un agenda ambitieux d'arriver en 2030. La question, c'est pas tellement de savoir si on va y arriver ou pas. L'important, c'est de faire quelque chose. Et c'est d'avancer aussi vite que l'on peut. La voix que vous venez d'entendre est celle de Nicolas Sen, médecin-chef du département de médecine de famille d'Unisanté, professeur associé à la FBM et, depuis juin 2023, coprésident du Consortium suisse pour la santé durable et la transition écologique du système de santé. Nicolas Sen faisait référence à 2030. Mais pourquoi 2030 ? C'est de toute façon mieux d'avoir des délais que pas du tout, parce que si on n'a pas de délai, on va rien faire. Maintenant, il s'agit d'avoir des délais qui correspondent, par exemple, aux accords de Paris, qui sont des engagements formels des États. C'est ce que fait notamment la question de la neutralité carbone en 2050. Maintenant, les engagements comme Health for Future, ils sont plus en phase en fait avec la réalité scientifique. Si on voulait être cohérent dans l'ensemble de la société, pas seulement dans le système de santé, on devrait être beaucoup plus rapide dans l'atteinte de la neutralité carbone. Mais c'est clair qu'on a plus de chances d'avoir une stabilité environnementale et climatique importante si on vise plutôt à courte échéance ou brève échéance comme 2030 que 2050. Health for Future, c'est un mouvement mondial de professionnels de la santé qui lutte contre le changement climatique. Ces personnes s'engagent à sensibiliser le public et les politiques aux conséquences sanitaires de la crise climatique et à réduire les émissions dans le secteur de la santé en visant la neutralité carbone. Est-ce que ça veut dire qu'en Suisse, la préoccupation principale pour arriver à un système de santé durable d'ici 2030, c'est de diminuer les émissions de dioxyde de carbone des institutions de santé ? Je pense que c'est plus englobant. On parle parfois de durabilité forte et de durabilité faible. Quand on parle de durabilité forte, on intègre nécessairement les contraintes environnementales ou les conséquences environnementales dans la conception globale. Évidemment, ça a des répercussions sur la façon de fonctionner du système de santé. Ça a aussi des répercussions sur les questions financières, sur les questions de ressources humaines. Mais le fait de s'inscrire dans une perspective de durabilité forte, ça nous force à prendre en compte les questions d'impact environnemental du système de santé. Mais comment réduire l'impact environnemental du système de santé ? Je sais pas, peut-être voir la consommation d'énergie dans les hôpitaux et trouver des alternatives. Maintenant qu'on est un peu dans l'écologie, etc., il y a énormément de plastique ou ce genre de choses, peut-être changer ça ? Je sais pas. Là, on est un peu dans cette époque de pas essayer de détruire l'environnement, donc je pense des outils qui seraient réutilisables. Peut-être moins de machinerie aussi qui pourrait polluer la planète. Ou les lieux où il n'y a pas besoin d'avoir de lumière. Souvent, tous les hôpitaux, c'est très éclairé un peu partout. Donc, s'il y a des endroits où c'est pas obligatoire, on ne tend pas mettre. Probablement, on doit aller dans plusieurs directions en même temps. Si on regarde la question simplement du climat, décarboner le système de santé, donc réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut aller dans les domaines dans lesquels on a les plus grosses émissions. Et puis là, évidemment, on est dans le secteur hospitalier, notamment comme dans le reste de la société, sur les infrastructures, sur les déplacements, sur le chauffage. Donc c'est évidemment sur ces secteurs-là qu'on doit aller le plus vite pour réduire les émissions de CO2. Nicolas Sen parle aussi de l'importance de développer des recommandations concrètes afin de montrer aux institutions de santé comment elles pourraient diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. Ces projets de recherche touchent directement à la pratique clinique. En voici un exemple. On travaille avec le plan climat du canton de Vaud pour créer un simulateur en ligne de bilan carbone. On a fait tout un travail avec un autre doctorant, John Nicolet, qui a terminé il y a 2 ans son travail. On a essayé d'estimer combien de CO2 émettait en moyenne une consultation médicale en médecine générale.
Donc on a fait ça dans plusieurs cabinets, dans une dizaine de cabinets en Suisse romande. On a vraiment été mesurer dans le détail tout ce qui émettait du CO2. Et puis on a pu identifier assez clairement la quantité de CO2 que chaque cabinet émettait. Et suite à ça, on a émis un certain nombre de recommandations pour les cabinets de médecine générale. Qu'est-ce qui pouvait changer dans leur pratique pour réduire ce bilan carbone, très concrètement. Et suite à ce projet-là, on travaille maintenant avec le plan climat du canton de Vaud pour mettre à disposition sur un site internet en ligne la possibilité pour les médecins et pour les cabinets médicaux de faire leur bilan carbone de façon un peu plus standardisée. On va leur émettre un certain nombre de recommandations spécifiques qu'ils pourront suivre dans le temps. Donc c'est un simulateur qui est prévu pour faire le bilan, pour émettre des recommandations et puis pour suivre dans le temps l'évolution de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Première conclusion, il faut urgemment réduire l'empreinte carbone des hôpitaux et des cabinets médicaux. Mais je me demande s'il y a d'autres pistes à explorer pour construire un système de santé qui se veut réellement durable. Maintenant, on peut réfléchir de façon plus globale et on doit probablement mener la réflexion dans d'autres perspectives, c'est-à-dire de changer aussi des approches par rapport à la santé, d'aller vers plus de prévention, plus de promotion de la santé. Donc ces réflexions, elles peuvent aller en parallèle en fait de la réduction des émissions de gaz à effet de serre des hôpitaux. Et on doit les réfléchir parce qu'on sait qu'on ne va pas pouvoir continuer à faire fonctionner notre système de santé pour faire les mêmes choses en n'ayant aucun impact environnemental. On doit aussi changer les choses qu'on fait. Et ça nécessite une réflexion en profondeur. On parle d'aller vers beaucoup plus de soins communautaires, de soins dans la communauté, pour essayer d'avoir un moins grand recours aux hôpitaux. Mais ça demande une réflexion globale sur le système de santé. Si on me dit durable, j'imagine un système plus adapté à tout le monde, plus accessible à tous, j'imagine. C'est ça qui doit être entendu par la question. Aussi rendre les soins plus accessibles à certaines personnes. Plus durable et plus accessible pour tout le monde. Marie Méhan est médecin adjointe au service de médecine interne du CHUV, ainsi que privat-docent et maître d'enseignement et de recherche à la FBM. Pour elle, la question de l'équité, c'est-à-dire l'accès aux soins pour toutes et pour tous, joue également un rôle clé. Alors moi, je vais donner ma vision de cette durabilité du système de santé suisse. En plus, je pense qu'il faut bien le mettre dans son environnement. La Suisse a un système de santé qui est probablement différent des autres. Et jusque-là, on a aussi un excellent système de santé avec une qualité des soins, si on compare aux autres pays de l'OECD, qui est quand même supérieur en termes de ressources. Maintenant, on a des ressources limitées liées à plusieurs aspects, liées évidemment par des aspects financiers, mais aussi en termes de ressources humaines. Ma vision de la durabilité du système de santé suisse, c'est de permettre à toutes et tous de recevoir des soins de qualité, tout en respectant effectivement les limites du système lui-même, c'est-à-dire les limites financières, de ressources en personnel, et aussi du sens idéologique que chacun doit questionner par rapport à la vie. Marie Méhan fait partie des Smarter Medicine, une association qui s'engage pour l'amélioration de la qualité des soins, notamment à travers la réduction d'interventions médicales peu efficaces. Le slogan de Smarter Medicine est « Moins, c'est parfois mieux ». Elle m'explique comment cette idée s'intègre aujourd'hui dans une vision globale de la durabilité en santé, ou, autrement dit, comment le « moins c'est mieux » contribue à un accès universel aux soins sans blesser la planète. Smarter Medicine a comme premier objectif d'augmenter le dialogue entre les prescripteurs de soins et les patients. Donc c'est vraiment, si on revient à la source, c'est ça le premier objectif, c'est améliorer la communication, améliorer les échanges, rendre les patients plus acteurs aussi. Donc je crois qu'il faut faire attention que toutes ces initiatives, Choosing Wisely ou Smarter Medicine, n'ont pas pour but de faire une économie de soins. Donc il n'y a absolument aucune volonté primaire de diminuer les coûts. On ne va pas se cacher, ça peut être une conséquence, un bénéfice secondaire, mais ce n'est pas le but premier. Le but premier étant vraiment d'améliorer la qualité des soins. Et comme ces initiatives, elles ont commencé il y a une dizaine d'années, il est vrai qu'à l'époque, la question de la durabilité était probablement moins au premier plan. Je pense qu'aujourd'hui, ça s'intègre très bien dans la question de la durabilité du système de santé, mais ce n'est pas un objectif primaire. Smarter Medicine garde cet objectif d'être plutôt avoir une vision patient plutôt qu'une vision système de santé. Donc on traite la question de comment prescrire, que ce soit un médicament, un test, une intervention,
et comment dialoguer avec les patients dans ces questionnements plutôt que d'avoir des recommandations larges pour le système de santé en entier. Smarter Medicine est la réponse suisse à l'initiative Choosing Wisely, une campagne née aux États-Unis en 2012. Leur but est d'encourager les discussions entre les professionnels de la santé et les patients concernant les examens et les traitements qui sont nécessaires et ceux qui ne le sont pas. Est-ce que cela pourrait également freiner l'augmentation des coûts de la santé, voire même des primes d'assurance maladie ? Tous les acteurs sont concernés, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit les professionnels de santé, que ce soit les en ambulatoire ou à l'hôpital, et évidemment les assureurs. Je pense que tous ces acteurs sont concernés ou devraient être concernés par ces questions-là. Maintenant, il y a des changements plus fondamentaux dans la façon de fonctionner du système. Notre système de santé fournit des mauvais incitatifs à la population ou aux professionnels de santé pour démultiplier des actes inutiles, par exemple. Donc, ces changements-là, c'est des changements structuraux du système de santé pour lesquels les politiques doivent prendre leurs responsabilités. En parlant avec Nicolas Sen et Marie Méhan, il apparaît que leurs préoccupations principales ne sont pas tant financières. Mais selon eux, si on passe à un système de santé plus durable, par exemple en réduisant les actes médicaux inutiles et en renforçant la prévention, cela baisserait automatiquement les coûts de la santé. Les réalisations phares de l'association Smarter Medicine sont les listes de top 5. Ces listes recensent par domaine médical 5 interventions inefficaces, ou pire, qui peuvent nuire aux patientes et aux patients. Smarter Medicine recommande donc d'éviter ces interventions. Les listes se basent toujours sur des preuves scientifiques et font l'objet d'un consensus entre de multiples expertes et experts. Comment on les implique au quotidien ? Il y a de multiples façons. Déjà, de les publier dans les journaux qui sont lus par les prescripteurs. Ensuite, on sait que d'avoir on appelle ça des ambassadeurs ou des champions dans les services qui sont finalement les porteurs de messages, qui peuvent générer des enseignements, qui peuvent générer des feedbacks, qui peuvent aussi créer des campagnes d'affichage dans les services. Et puis, quelques techniques qui sont plus complexes ensuite. On peut utiliser des dashboards où on voit en direct la proportion de prescriptions inappropriées qui serait faite pour pouvoir ensuite faire des feedbacks orientés, ciblés sur des personnes tout en gardant leur anonymat. Mais c'est le système lui-même qui peut leur donner un feedback en disant vous êtes dans les 10% des personnes qui prescrivent ces benzodiazépines qui ne sont pas recommandées chez la personne âgée par les recommandations top 5 de la médecine interne hospitalière. Pourquoi faut-il éviter les benzodiazépines chez les seniors ? Les benzodiazépines, c'est une classe de médicaments qui sert le plus souvent à dormir, c'est des somnifères ou des sédatifs qui ont un effet anxiolytique. Parfois, ils sont donnés pour des bonnes raisons en termes de sevrage alcoolique ou de crise d'épilepsie. Mais dans la plupart des cas, on peut quand même dire que chez les patients de 65 ans et plus, personne ne devrait recevoir des benzodiazépines parce qu'ils sont beaucoup plus associés à des complications, des chutes, de la confusion, des hospitalisations, qu'un bénéfice en termes de sommeil en particulier. Je résume. Moins de chutes égale moins d'hospitalisation égale moins de ressources consommées par l'hôpital. Un bel exemple de « moins, c'est mieux ». En Suisse, les 5 hôpitaux universitaires ont bien compris ces enjeux et soutiennent un projet national nommé Lucide. Il est dirigé par Marie Méhan et a pour but d'amener plus de transparence de « moins, c'est mieux ». Ma deuxième conclusion, il faut réduire les interventions médicales inutiles. Ça aide non seulement à améliorer la qualité des soins, mais aussi à diminuer la consommation de ressources. Espérons que cela fasse aussi baisser les coûts de la santé. Pour finir, je me demande ce que vous et moi pouvons faire à notre échelle. Smarter Medicine conseille de toujours poser 5 questions lors d'un rendez-vous médical. 1. Y a-t-il plusieurs traitements possibles ? 2. Quelles sont les opportunités et les risques du traitement recommandé ? 3. Quelle est l'ampleur de ces opportunités et de ces risques ? 4. Que se passera-t-il si je ne fais rien ? Et 5. Que puis-je faire moi-même pour ma santé ? Dans le but de développer encore plus de conseils concrets et de bonnes pratiques, la faculté de biologie et de médecine de l'UNIL a inauguré en 2022 sa plateforme Durabilité et Santé. Et les missions de cette plateforme sont vraiment d'ancrer les questions de durabilité fortes, vu qu'on en parlait tout à l'heure, à la faculté de biologie et de médecine, notamment sur le développement de l'enseignement, des questions de lien entre santé et environnement,
auprès des étudiants en médecine. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. On est en train de développer tout un curriculum de formation formelle qui sera sur les 5 premières années de médecine. Et après, on va aller évidemment dans les autres champs de la FBM, de faire que formellement, tous les étudiants qui vont passer à la FBM aient eu une formation sur les questions de durabilité. Donc ça, c'est un des aspects que la plateforme souhaite développer. Et puis, plus largement, la plateforme est là aussi pour servir de relais entre les différents professionnels de santé qui sont formés à la FBM, les chercheurs, les hôpitaux qui sont liés à la faculté de biologie et de médecine. Il y a un site internet où on retrouve un certain nombre de ressources, aussi d'annonces d'événements. Et puis, il y a les événements qu'on a montés, qui est l'idée d'amener les gens à se rencontrer autour de conférences sur cette thématique-là. unil.ch/durabilité-santé. Le prochain événement qu'on peut actuellement y trouver est une soirée pour célébrer les 20 ans de la FBM ainsi que de la Faculté des Géosciences et de l'Environnement, la FGSE, le 30 novembre prochain. Entre autres, Nicolas Sen y présentera un projet qui porte sur la toxicité environnementale des rejets de médicaments. Un projet qu'il mène en collaboration avec Nathalie Chèvre de la FGSE. Quand on parle de rejet de médicaments, c'est-à-dire tous les médicaments que les patients et les patientes peuvent prendre et sont rejetés dans l'environnement une fois qu'ils ont été ingérés, pour créer des recommandations, c'est le but du projet, à l'intention des médecins et leur permettre d'avoir des recommandations de bonnes pratiques pour prescrire les médicaments qui ont le plus faible impact sur l'environnement. Si tout ceci a piqué votre curiosité, j'espère vous retrouver le 30 novembre. Moi, je me réjouis de découvrir d'autres enjeux et projets liés à cette fameuse durabilité. La FBM dans les oreilles, un podcast de vulgarisation scientifique. Interview et réalisation par Clara Soucoupe à la faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne, avec le soutien éditorial de Laure Gabu, musique par Attrick, mixage par Olivier Lupkeman.